Donc, bienvenue à tous et merci d'être venus. Merci à nos intervenants aussi de nous avoir rejoints. Donc, je vais faire une petite présentation de l'association pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, on est une association composée d'étudiants et nous organisons des conférences donc, comme celle-ci. Nous organisons aussi des ateliers pour essayer d'aider les étudiants au maximum à répondre à leurs questions sur la scolarité, sur les débouchés du droit, etc. Donc, je vais vous faire un petit plan des conférences qui sont prévues en mars. Donc, nous avons une autre conférence le 11 mars sur le cyberharcèlement. Donc, ce sera sur sa reconnaissance et ses sanctions. Nous aurons le 17 mars une conférence sur l'impartialité du juge. Le 19 mars, nous aurons un colloque avec le M2 droit des affaires et fiscalité d'Orléans et le M2 droit de la vigne et du vin de Bordeaux sur la fiscalité et le vin. Et enfin, le 25 mars, nous aurons une conférence sur l'avenir des entreprises avec la crise sanitaire. Qu'en advient-il de leurs problématiques? Voilà, donc je vous souhaite une très bonne conférence et je vais vous laisser avec mes étudiantes et maître Soutier et monsieur Gohin. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux ce soir pour écouter la conférence sur les régimes d'exception. Pour rappel, donc les régimes d'exception, depuis une modification de novembre 2015 de la loi de 1955 sur l'état d'urgence sécuritaire, la France est selon certains sous un état d'urgence continue. En effet, la succession des régimes d'exception relatifs aux attaques et menaces terroristes, ou plus actuellement la crise sanitaire, font naître des inquiétudes quant aux portées à la démocratie et aux droits de nos citoyens. Mais également, nombreux sont ceux qui s'interrogent légitimement sur la mise en place de tels régimes, sur l'adoption et la discussion des textes dans les assemblées ainsi que leur mise en œuvre. Donc, voici les raisons de pourquoi nous avons décidé d'organiser cette conférence, pour pouvoir avoir une vue un peu plus d'ensemble sur tout ce qui peut se passer en France, notamment avec le sujet d'actualité de la crise sanitaire, mais bien évidemment l'état d'urgence sécuritaire qui est toujours présent et qui a donc fait l'objet d'une pérennisation dans le droit commun. Donc, pour répondre à toutes nos questions, donc, nous sommes en présence de Maître Vincent Souty et Monsieur Olivier Gohin, qui, donc, je leur laisse la parole pour pouvoir se présenter eux-mêmes. Donc, Maître Souty, si vous voulez commencer. Bonsoir à tout le monde. Donc, Vincent Souty, je suis avocat au barreau de Rouen. Je suis docteur en droit et j'ai rédigé une thèse en droit constitutionnel comparé portant sur les régimes de crise, l'état d'exception. Mon champ d'étude couvrant l'ensemble des États soumis à la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme et les États soumis à la juridiction de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, donc environ 66 États. Et j'ai, dans ma thèse, comparé les différents dispositifs constitutionnels relatifs aux états de crise. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mon micro est branché. Parfait. Donc, je m'appelle Olivier Gohin, je suis professeur de droit public à l'université Paris 2, Panthéon-Assas. J'ai consacré ma thèse doctorat d'État à la contradiction dans le contentieux administratif. J'ai été agrégé en 1988 et j'ai été en poste à La Réunion, à Paris 5 et maintenant à Paris 2 depuis presque 20 ans. Et parmi mes activités universitaires, je suis président de l'Association française de droit de la sécurité et de la défense, qui a été créée en 2012 et qui réunira un séminaire le 20 mai à Cergy sur les questions de sécurité dans les hôpitaux publics, et puis aussi un colloque à Toulon en septembre prochain sur le droit de la sécurité et de la défense tel qu'il est aujourd'hui, en effet bouleversé par ces problématiques de crise, d'abord sécuritaire et puis ensuite sanitaire. Merci pour ces présentations. Je vais commencer, avant de commencer les questions, on va faire une petite présentation du déroulé de la conférence. Dans une première partie, on va faire un petit travail de contextualisation. On va voir quelques éléments terminologiques et historiques pour bien poser les bases de ce qu'on verra ensuite dans une deuxième partie, dans le cœur de la conférence,
où là, on aura vraiment des questions, un échange entre nos deux intervenants. Et enfin, à la fin, on consacrera une demi-heure aux questions du public, étant précisé que le public peut poser des questions pendant la conférence, au cours de la conférence, parce qu'Emma s'occupera de les mettre de côté, de les trier, et on fera un point donc, à la fin de la conférence, et évidemment, vous pourrez également continuer à poser des questions à la fin de la conférence. Donc, on va passer rapidement quand même, parce que ce n'est pas le centre de notre conférence, on va quand même passer un petit temps sur quelques éléments terminologiques et un petit peu historiques pour savoir de quoi est-ce qu'on parle. Donc, monsieur le professeur Gouin, est-ce que vous pouvez par exemple nous définir un petit peu la notion même de régime d'exception? Quels sont-ils en France? Qu'est-ce qui les différencie et dans quel texte est-ce qu'on les retrouve? Quels textes les régissent et les autorisent les uns et les autres? Bien. Le droit dans le Code de défense parle de régime d'application exceptionnelle et non pas exactement de régime d'exception. Et donc ces régimes d'application exceptionnelle, ils incluent même la guerre dans le Code de la défense. Disons que dans le droit positif, nous avons certainement et d'abord la loi du 3 avril 1955 sur l'état d'urgence qui était un texte circonstanciel lié aux opérations de maintien de l'ordre en Algérie. Et puis, nous avons donc l'état d'urgence sanitaire qui est assez largement décalqué sur l'état d'urgence sécuritaire, qui est une législation particulière du 23 mars 2020 et qui a été d'ailleurs modifiée en mai 2020 et qui est effectivement aujourd'hui en application. Il est vrai que sur les 5 ans et demi derniers, c'est-à-dire depuis novembre 2015, finalement, nous aurons vécu plus de la moitié du temps dans un système d'état d'urgence, soit sécuritaire, soit sanitaire. Là, rien n'empêche d'ailleurs que nous ayons les deux à la fois, bien entendu. Voilà les deux textes qui sont essentiels. Alors évidemment, il faudrait aussi faire référence à des textes antérieurs. Si je remonte vers l'état de siège, j'ai une législation qui remonte à 1849, qui a été modifiée en 1878, dont la dernière application est entre 1939 et 1945. Et en somme, en 1945, nous n'avons plus la guerre et nous n'avons plus non plus l'état de siège. Et puis, sans doute, faut-il faire référence à l'article 16 de la Constitution, qui a été appliqué une seule fois en 1961, qui donne des pouvoirs exceptionnels au président de la République. Ceci étant dit, je voudrais ajouter une chose qui peut importer. Il n'y a pas que des textes, bien entendu. Il y a aussi de la jurisprudence. Alors la jurisprudence, elle est, pour ce qui nous intéresse, celle du Conseil constitutionnel et celle du Conseil d'État. Le Conseil d'État a inventé en 1918, dans son RIS, la notion de circonstances exceptionnelles. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque l'État est confronté à des situations de crise, en l'espèce, en 1918, c'était la Première Guerre mondiale, il est bien dans l'obligation de venir définir un régime juridique différent du temps normal pour faire face aux difficultés du moment. J'allais dire, c'est parce que précisément il n'y avait pas de texte que la jurisprudence est venue inventer la théorie des circonstances exceptionnelles, et c'est ensuite sur la base de textes que ces circonstances exceptionnelles ont pu être réglementées. Voilà. Je cite au passage aussi un texte qu'on oublie toujours, mais enfin après tout il a de l'importance, c'est la loi du 16 mars 1956 prise sous le Front républicain, puisqu'elle aura permis en particulier l'envoi du contingent en Algérie, entre autres choses qu'elle aura permis. C'est un texte qui est un petit peu occulté, me semble-t-il, dans l'histoire des circonstances exceptionnelles. Merci, monsieur le professeur. Vincent Souty, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non, sur les régimes applicables en France, effectivement, le
professeur Gouin a fait le tour. Ce que je voudrais juste peut-être préciser, si on se base notamment sur le droit comparé ou si on met les choses dans une perspective historique, on pourrait aussi, et certains le rajoutent, les mécanismes qui existent en France et dans d'autres pays de délégation du pouvoir législatif au profit de l'exécutif. C'est un phénomène qui, à l'origine, pouvait être qualifié de régime d'exception et qui était censé faire face à une situation d'exception qui s'est pérennisée de manière assez générale dans beaucoup d'États dans le monde, qui est toujours considéré, je pense notamment au Brésil ou dans la constitution italienne, qui sont considérés comme relevant des régimes exceptionnels. En fait, je rajouterais juste que la difficulté déjà d'aborder la question des régimes d'exception, c'est effectivement l'imprécision du terme, imprécision qui est due notamment par les usages différents qui peuvent en être faits par certains auteurs, sachant qu'on se trouve dans un domaine extrêmement sensible et sur lequel vous avez à la fois des juristes, mais aussi des philosophes ou des politistes qui sont intervenus. Par exemple, le concept d'état d'exception, l'expression état d'exception, en France, elle ne relèverait pas réellement d'une catégorie juridique reconnue comme telle. C'est plutôt un terme qui est utilisé généralement dans une dénonciation en fait, d'un détournement des pouvoirs de crise à des fins autres que celles de régler une crise. Néanmoins, cette notion, si vous prenez les constitutions, notamment latino-américaines, là, vous retrouvez l'expression estados de exception, qui sont une catégorie juridique bien déterminée. Et en fait, la difficulté qu'il y a, c'est de savoir comment on définit un régime d'exception. Parce que vous l'avez dit, enfin, l'une d'entre vous l'a dit tout à l'heure, la loi SILT, par exemple, c'est pas un état d'exception, c'est pas un régime d'exception tel que, en tout cas, l'état d'urgence ou l'état de siège ou les pleins pouvoirs de l'article 16. Néanmoins, si on procède par analogie, et vous l'avez fait vous-même, la loi SILT et les mesures qu'elle permettent sont une transposition, en tout cas partielle, de beaucoup de dispositions qui figurent dans la loi de 1955 telle qu'elle a été réactualisée après 2015. Donc, c'est assez difficile de répondre à cette question parce que ça nécessite au préalable un gros travail de définition de l'ensemble des termes. Et suivant les auteurs, vous aurez des auteurs qui, par exemple, incluront les ordonnances de l'article 38 dans l'état d'exception, ce qui est contestable d'un point de vue juridique, même si effectivement, historiquement et par comparaison avec d'autres États, on pourrait réfléchir à faire entrer la notion dedans. Oui, je voudrais dire que le mot exception a un sens très, très clair en droit, c'est-à-dire que s'il y a une exception, c'est qu'il y a un principe. Et le principe, ce sont les libertés fondamentales. L'atteinte aux libertés fondamentales est en effet une exception. Et c'est une exception qui est textuellement et jurisprudentiellement encadrée. En réalité, dès lors que les libertés fondamentales sont constitutionnelles ou constitutionnalisées, l'atteinte aux libertés fondamentales nécessite elle aussi une constitutionnalisation. Et c'est bien exactement ce qui se passe, puisque dans la Constitution, nous avons la guerre, puisque dans la Constitution, nous avons l'état de siège, et puisque le Conseil constitutionnel, par exemple, dans sa décision du 25 janvier 1985, a constitutionnalisé l'état d'urgence. Au demeurant, il y a eu un contrôle de constitutionnalité sur la loi Véran relative à l'état d'urgence sanitaire.
puisqu'on est sur la question du droit comparé, il serait assez facile de vérifier que les constitutions des différents États prévoient des systèmes d'exception. Par exemple, la loi fondamentale du 23 mai 1949, s'agissant de l'Allemagne, prévoit un état de défense. Il est assez cohérent, assez logique qu'un État prévoit l'hypothèse de la crise et une réponse à la crise. Alors, quant aux ordonnances de l'article 92 ou 38, je voudrais d'abord dire que dans l'hypothèse de l'article 92, si nous avons confusion des pouvoirs législatifs et exécutifs, c'est parce que la Constitution le dit, voilà, et donc la norme constitutionnelle l'a prévu explicitement. Pour l'article 38, je rappelle qu'une ordonnance de l'article 38 est un acte administratif jusqu'à ce qu'il devienne législatif, parce que le Parlement procède à une ratification des ordonnances. Et par conséquent, nous ne sommes absolument pas dans une problématique d'exception. Je pense qu'il faut éviter de mélanger les questions. Alors, je sais bien qu'il est question d'ordonnance, je sais bien que lorsqu'on parle d'ordonnance, on fait référence à Charles X. Je voudrais rappeler que sous le gouvernement du général de Gaulle, le gouvernement provisoire de la République française, il y avait des ordonnances. Elles étaient de la France libre. Merci de vos interventions. Vous avez abordé déjà beaucoup de notions sur lesquelles on reviendra, notamment la constitutionnalisation et la mise en place des régimes. On avait juste une petite dernière question, mais bon, au final, vous y avez déjà un petit peu répondu quand même. C'était plus un point de vue historique, mais c'est assez intéressant parce que, monsieur le professeur Gouin, vous nous avez parlé voilà, du fait que la loi de 1955 était quand même un texte très circonstancié et que, voilà, de manière générale, quand on parle de régime d'exception, on parle de circonstances exceptionnelles. Et Maître Souti, vous nous avez apporté des éléments de droit comparé. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux de qu'est-ce que sont ces circonstances exceptionnelles et notamment leur évolution? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, voilà, on ne nie pas le fait que les crises qu'on rencontre sont des circonstances exceptionnelles, mais est-ce que la notion même de circonstances exceptionnelles a évolué et comment les régimes eux-mêmes ont évolué par rapport à cette évolution des circonstances? Je ne sais pas si l'un de vous... Je veux bien dire quelque chose, mais je crois que vous vous adressiez à Maître Souti. Je n'aurais pas... Ah non, peu importe. Mais écoutez, d'abord, les circonstances exceptionnelles, elles sont prévues normalement par les textes. Même lorsque le Conseil d'État nous dit circonstances exceptionnelles en 1918, il nous dit bien la situation dans laquelle les décisions sont prises. Si je prends 1849, cas de siège, j'ai en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée. Voilà comment les choses étaient rédigées. Et ensuite, ça va, je dirais, s'organiser selon un système de poupée russe, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur cette définition de l'état de siège pour définir l'état d'urgence et ensuite, du reste, pour définir l'état d'urgence sanitaire. C'est ce système de poupée russe, peut-être que je peux mentionner ou que je peux indiquer. Donc, 1849, en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée, entendez d'une guerre civile. C'est donc évidemment des circonstances qui sont tout à fait dramatiques. Si nous prenons le texte de 1955, c'est-à-dire l'état d'urgence à proprement parler, que parfois on dit état d'urgence sécuritaire pour venir le distinguer de celui qui nous régit en ce moment, c'est en cas de péril imminent résultant d'atteinte grave à l'ordre public. Vous voyez on commence par péril imminent, mais là c'est atteinte grave à l'ordre public. On n'est plus du tout dans une problématique de guerre étrangère ou civile. Et j'allais dire un peu comme un rideau de fumée dans le contexte de 1955, en cas d'événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique. C'est quand même sensiblement différent de la question des atteintes graves à l'ordre public. Nous n'avons jamais eu d'état d'urgence sur la base d'une calamité publique. Et j'ajoute qu'après tout, on aurait pu se servir de la loi de 1955 pour traiter
l'urgence sanitaire, parce que l'épidémie du Covid-19 est certainement une calamité publique. Mais on a voulu un texte différent, qui est donc cette loi qui est en vigueur du 23 mars 2020. Et vous allez voir combien les textes sont semblablement rédigés. Il est indiqué en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, vous voyez, on retrouve cette notion de péril 3 fois de suite, par sa nature et sa gravité, on retrouve cette notion de gravité, la santé de la population. Voilà ce qui nous est dit dans cet état d'urgence sanitaire. C'est pourquoi j'ai dit que c'était un peu un système de poupée russe, parce qu'en effet, l'état d'urgence sanitaire est dans l'état d'urgence, et l'état d'urgence lui-même est assez largement déduit de l'état de siège. Voilà, alors si on doit compliquer les choses, dans l'état de siège, les pouvoirs de police sont transférés à l'armée, parce qu'on est précisément dans cette problématique de guerre étrangère et de guerre civile. Dans l'état d'urgence, c'est en revanche la police qui voit ses pouvoirs renforcés. Et dans l'état d'urgence sanitaire, c'est évidemment aussi un renforcement très notable, ceci a été dit par Maître Souti, du pouvoir de police administrative en France. Voilà. Pour compléter votre réponse, je dirais que dans l'approche de droit comparé, on se rend compte qu'il y a dans les différentes constitutions deux approches théoriques, mais qui sont généralement entremêlées, et c'est ce que vous venez d'ailleurs de montrer. Il y a une approche qui est parfois casuistique, qu'on retrouve dans beaucoup de constitutions, notamment les constitutions latino-américaines et les constitutions des pays de l'Est, et généralement parlant, des constitutions relativement contemporaines. Une approche casuistique qui va évoquer des problèmes concrets. Donc, le classique, c'est le conflit armé, qu'il soit international ou interne. Et si on reprend les catégories du droit international, tout un tas de catastrophes qui, au sein du droit international, seraient qualifiées de troubles et tensions internes. Ça peut être la catastrophe naturelle, sanitaire ou technologique, la catastrophe sociale, la crise sociale ou la crise économique, ou le terrorisme, qui est parfois, alors très peu, hein, mais le terrorisme est mentionné dans 2 ou 3 constitutions, je crois, mentionné comme une attaque terroriste, comme pouvant justifier la mise en place d'un état d'exception. L'autre approche que j'oppose à l'approche casuistique, c'est une approche finaliste. C'est une approche qui ne va pas s'intéresser aux faits concrètement, mais à leurs conséquences sur le bon fonctionnement des institutions. Et globalement, il y a 2 points qui vont être analysés. C'est d'abord et avant tout, il faut qu'il y ait une atteinte à l'ordre constitutionnel. Donc, il faut que la crise, le fait générateur soit de nature à menacer le bon fonctionnement et la bonne réponse de l'État. L'autre critère qui est très important et qui n'est peut-être pas celui qui est le plus facilement, le mieux analysé par les gouvernements qui recourent à des régimes de crise, mais qui est normalement le critère qui est retenu notamment par la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour interaméricaine des droits de l'homme quand elles sont amenées à trancher la question de la validité des dérogations au titre de l'article 15 CEDH ou 27 CIDH. Cet autre critère, c'est celui de la démonstration que les autres moyens à la disposition des autorités pour rétablir l'ordre ont échoué ou vont échouer. Dès lors qu'on a une atteinte à l'ordre constitutionnel et la démonstration en principe qui doit être apportée que les moyens classiques de rétablissement de l'ordre ne vont pas fonctionner, alors on peut mettre en œuvre un régime de crise. Encore une fois, il y a ces 2 approches, mais elles sont souvent étroitement mêlées. C'est le cas effectivement dans les états d'urgence, enfin les régimes de crise en France, puisqu'on mélange un petit peu les 2 critères. Et c'est souvent une question qu'on retrouve dans pas mal de constitutions, cette double approche de la situation de crise et donc du régime de crise qui peut être déclenché. Oui, Maître Souti
j'allais dire, joint au dossier ou produit au dossier la Convention européenne des droits de l'homme. Il faut certainement le faire, puisque cet article 15 s'intitule « Dérogation en cas d'état d'urgence ». Et je voudrais citer le paragraphe 1, « En cas de guerre ou en cas d'autres dangers publics menaçant la vie de la nation, autre danger public menaçant la vie de la nation, toute haute partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente convention, et ensuite il y a un certain nombre de réserves qui sont posées. Alors, il n'y a pas eu d'interprétation par la Cour de Strasbourg du mot guerre, mais en revanche, sur le danger public, nous avons par exemple une affaire importante, qui est l'Oles contre Irlande de 1961, et il nous est dit une situation de crise ou de danger exceptionnel et imminent. Vous voyez qu'on retrouve des termes du droit français qui affectent l'ensemble de la population et constituent une menace pour la vie organisée de la communauté composant l'État. Alors, on a bien crise, danger exceptionnel et imminent, la notion de population, la notion de communauté. Et puisqu'on est sur cette question, la Cour n'a jamais exigé que le danger soit temporaire. Et par ailleurs, la Cour a aussi admis, dans la même affaire Irlande contre Royaume-Uni de 1978, que le terrorisme faisait partie de ces dangers. Donc, je pense que le droit conventionnel est tout à fait cohérent avec le droit constitutionnel, et il est important qu'il en soit ainsi parce que les contentieux que l'on va pouvoir diriger contre les normes seront des contentieux constitutionnels et conventionnels. Merci donc pour votre intervention. Donc, on a vu un peu avec Maître Souty et Monsieur le professeur Gouin quelles étaient les conditions un peu pour mettre en œuvre les régimes d'exception. Donc, qu'est-ce qui justifiait leur mise en œuvre? Et j'aurais aimé donc, vous demander concrètement comment sont-ils mis en place en France, et notamment quel est le rôle des assemblées parlementaires dans ce processus. Je commence. Monsieur Gouin, Bon, très bien. C'est un peu le professoral, c'est l'universitaire qui peut donner effectivement peut-être quelques indications sur ce point. Alors, je pense qu'on va rester sur la notion d'état d'urgence de la loi de 55 et sur celle peut-être de l'état d'urgence sanitaire, ou voulez-vous qu'on parle de cet article 16 qui a fait couler beaucoup de salive et d'encre? Ça ne me paraît pas absolument nécessaire. Ou de l'état de siège qui, de toute façon, me paraît être dépassé, ça ne me paraît pas non plus nécessaire. Donc, à vous de définir le champ. Comme vous préférez, vous pouvez parler uniquement des... Bon, écoutez, alors, il faut quand même que je cite l'état de siège parce qu'il a été constitutionnalisé en 1954. Et donc, dans la Constitution de 1946 modifiée, c'était bien le Parlement qui avait la main. Lorsque l'état de siège a basculé dans la Constitution de 1958, qui a été révise la Constitution de 1946, on a prévu un mécanisme un peu différent, puisque il y a en matière d'état de siège, nous sommes à l'article 36 en droit positif, un décret en Conseil des ministres, par conséquent, était une décision du président de la République et une prorogation au-delà de 12 jours par le Parlement. Et là, il y a une compétence exclusive du Parlement pour proroger l'état de siège. Lorsque l'on a créé l'état d'urgence en 1955, j'indique au passage que si on l'a créé, c'est parce qu'on s'est rendu compte que, puisqu'il n'y avait pas de guerre d'Algérie, on n'allait pas se mettre sur le droit de l'état de siège. Il y avait une sorte de contradiction politique. Et par conséquent, on a inventé cet état d'urgence pour retirer la question des mains des militaires, pour la laisser dans les mains civiles, et précisément en négation d'une circonstance de guerre.
C'est pourquoi il a été question d'atteinte grave à l'ordre public, c'est-à-dire une problématique qui est clairement de police administrative. Donc, lorsque l'état d'urgence est créé, en fait, en se décalquant sur l'état de siège, là encore, c'est la compétence du législateur. L'état d'urgence a été modifié en 1960 par une ordonnance qui permet d'aligner en quelque sorte l'état d'urgence sur l'état de siège de l'article 36, c'est-à-dire qu'on a un décret du président de la République en Conseil des ministres et on a une prorogation de l'état d'urgence au-delà de 12 jours par le Parlement. Voilà le système pour l'état d'urgence en droit positif, avec, vous voyez, une certaine circulation du texte. Et puis, s'agissant de l'état d'urgence sanitaire, on ne s'est pas compliqué la vie, on a repris le schéma. Il est déclaré par décret en Conseil des ministres, et il est ensuite indiqué que la prorogation se fait par le Parlement, si ce n'est que c'est au-delà d'un mois que cela s'opère. Il y a effectivement un décalage dans le temps. On est sur le même schéma. Ainsi, le Parlement est en situation d'intervenir, mais pas tout de suite, assez rapidement. L'idée étant sans doute que, puisqu'il y a des circonstances exceptionnelles, il faut que la réaction soit rapide. C'est nécessairement une réaction d'exécutif, et que très rapidement, les assemblées sont saisies d'un projet de loi qui donne lieu à une délibération. Et on a toujours vu l'Assemblée nationale et aussi d'ailleurs le Sénat approuver ces législations à de multiples reprises, parce que ces prorogations ont été fréquentes. Je rappelle que pour l'état d'urgence de 2015, on a quand même eu 6 lois de prorogation, ce qui est quand même considérable, et que pour l'état d'urgence sanitaire, on a eu une loi de prorogation pour le premier état d'urgence sanitaire et une loi de prorogation qui vient d'être adoptée pour le second état d'urgence sanitaire, puisque nous avons eu 2 états d'urgence sanitaire successifs, l'un en début 2020 et l'autre à la fin 2020. Voilà. Maître Souty, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Juste rapidement sur le rôle du Parlement. Ce que je trouve intéressant sur le rôle du Parlement dans l'encadrement législatif et dans le contenu de ces lois sur l'état d'urgence, ce que le professeur Goin a remarqué tout à l'heure à propos de l'état d'urgence sécuritaire, donc de 55, c'est la même chose pour 2015 et il s'est passé exactement aussi la même chose pour 2020. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et ça c'est un trait assez caractéristique de la France, à chaque fois, le législateur doit statuer dans l'urgence pour créer ou adapter un régime de crise. Ce qui est assez problématique puisque ça ne favorise pas réellement la réflexion, notamment sur l'articulation des différents pouvoirs et l'organisation générale du régime. En 55, c'est effectivement quelque chose de très circonstancié et on se rend compte qu'en dehors effectivement de petites modifications qui ont été adoptées sur ces 50 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Et quand arrive 2015, l'état d'urgence est déclenché, sauf qu'il est absolument inadapté. Et ça se voit très rapidement. Il est inadapté parce qu'il mentionne des organes qui n'existent plus. Il offre des pouvoirs qui ne sont pas du tout adaptés à la situation. Et on va se retrouver avec la nouvelle mouture adoptée dans l'urgence et qui va être censurée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel. Parce que les députés, les sénateurs, les parlementaires ont dû en fait avaliser les projets qui leur étaient soumis sans réellement pouvoir réfléchir au risque d'inconstitutionnalité. C'est à peu près la même chose qui s'est passé en 2020, même si
finalement, on a tiré un petit peu l'expérience de la période 2015-2018, mais c'est extrêmement dommageable et c'est un trait, encore une fois, qui est assez particulier à la France. Dans d'autres États, vous avez un législateur qui réfléchit à froid quand il n'y a pas d'état d'urgence, mais de situation d'urgence et qui essaie de voir comment on pourrait faire face à cette situation. Et cette façon de procéder, sur laquelle il faudra réfléchir avec un peu de recul un jour, est extrêmement critiquable parce qu'elle ne permet pas un débat serein et elle amène à des risques qui sont plus directs, d'ailleurs, des certitudes d'inconstitutionnalité qui ont été sérieuses et qu'auraient pu poser de gros problèmes aux services et aux autorités françaises si le Conseil n'avait pas parfois neutralisé certaines de ces décisions afin de ne pas rendre nul toute une série de procédures qui avaient été initiées sur la base de dispositions qui finalement avaient été jugées contraires à la Constitution. Donc le problème du Parlement notamment, en matière de contrôle des pouvoirs de crise, c'est qu'il ne se saisit jamais à froid de la question et c'est surtout toujours en réaction à une circonstance exceptionnelle qu'on va élaborer ce régime. Et finalement, est-ce que du coup, le Parlement demeure efficace pour contrôler ces régimes ou c'est plus qu'une chambre de validation des actes que l'État fait, si elle a vraiment encore un rôle en fait dans cette mise en place, selon vous? Je voudrais faire une remarque antérieurement sur ce que vient de dire Maître Souti, et puis peut-être que je pourrais répondre. Le son est parfois assez mauvais. Je ne sais pas si ce qu'il en est pour vous. Et parfois c'est l'image, mais c'était tout à l'heure le son. Lorsque le Parlement est intervenu à froid par 2 fois, ça a été catastrophique pour les libertés fondamentales. D'abord, lorsqu'il s'est agi d'une assemblée de droite à l'occasion de la libération de la loi sur l'état de siège de 1849. Ensuite, lorsqu'il s'est agi d'une assemblée de gauche pour la délibération de la loi Lacoste du 16 mars 1956. Donc, défense et illustration des libertés publiques par le Parlement me semble être déjà en soi fort discutable. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le Conseil d'État a une consultation à donner nécessairement sur tout projet de loi et que cette consultation du Conseil d'État est aujourd'hui rendue publique. On la trouve sur Internet sans difficulté. On la trouvera par exemple sur la loi de prorogation du 20 novembre 2015, on la trouvera sur la loi du 23 mars 2020. Et donc, il appartient au Conseil d'État d'allumer des feux verts ou des feux oranges, éventuellement clignotants, jamais des feux rouges, parce que son activité est évidemment consultative. Et donc, lorsque l'exécutif rédige son projet de loi, il n'est tout de même pas sans avoir à prendre en compte ces éléments qui touchent d'ailleurs aussi à la conventionnalité et qui touchent aussi à la constitutionnalité. Dans cette affaire-là, le Conseil d'État a toute marge de manœuvre et ne se prive pas de dire ce qu'il a à dire. Alors maintenant, vous avez enchaîné sur la question du Parlement. Pourquoi faire ? Écoutez, nous sommes dans un régime d'exécutif sous le contrôle du peuple et du juge. Effectivement, le Parlement a un rôle, mais son rôle est nécessairement secondaire, second et secondaire dans ces hypothèses de crise qui sont nécessairement gérées par des actes de l'exécutif. Maintenant, cet exécutif est responsable, il a des comptes à rendre à la représentation nationale et il le fait dans le cadre des commissions
libre éventuellement aux assemblées parlementaires de monter telle ou telle commission de contrôle si les commissions permanentes ne semblent pas suffisantes. De la même façon qu'on peut imaginer une motion de censure qui donnera lieu à un débat. Ceci, on ne l'a pas vu, mais après tout, c'est tout à fait envisageable. Je sais bien que le Parlement vit assez mal les conseils de défense sanitaires, mais enfin, c'est une institution d'exécutif dans laquelle le Parlement n'a pas à interférer. Je crois que les lois, j'ajoute, donnent effectivement au Parlement des droits particuliers. Ces législations me paraissent du reste contestables et elles ont pu être contestées parce que je ne suis pas absolument certain que ce doit être prévu dans la loi. Ce sont des questions qui touchent aux relations entre les pouvoirs publics et que ce sont donc des questions qui sont plutôt constitutionnelles ou qui pourraient être organiques si la Constitution le disait expressément. Et j'indique que d'ailleurs le Conseil constitutionnel a eu à voir et à regarder la législation Véran à ce sujet parce que le législateur avait prévu une information immédiate sur les mesures prises par l'exécutif et le Conseil constitutionnel a dit que immédiat, ça ne pouvait pas être le cas. Que c'était une rupture de l'équilibre des pouvoirs tel qu'il a été construit en 1958, puisque ce régime a bien tenté d'être un régime initialement, en tout cas, d'équilibre des pouvoirs. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose? Non. Merci pour vos réponses. C'est vrai que là, on s'est situé dans la mise en place du régime en amont, on travaille sur ce qui se passe là-haut au niveau du gouvernement et des assemblées parlementaires. Pour revenir un petit peu sur ce que vous avez d'ailleurs déjà mentionné tout à l'heure, notamment par rapport au pouvoir de police qui se voit conférer, à la police qui se voit conférer des pouvoirs renforcés et à tout ce qui touche en fait à la mise en œuvre de ces régimes d'exception. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça se déroule en fait, comment est-ce qu'on passe de ce qui se décide par le gouvernement à ce qui est fait concrètement par les autorités qui se voient conférer des pouvoirs renforcés? Vous faites référence parce que suivant le régime auquel vous faites référence, les pouvoirs octroyés sont très très différents. Donc, on va plutôt se concentrer sur l'état d'urgence, peut-être voir ce qui s'est passé en 2015 sous l'état d'urgence sécuritaire et ce qui se passe actuellement dans l'état d'urgence sanitaire. Sur l'état d'urgence sécuritaire version 2015, il y a un certain nombre de prérogatives qui sont confiées, alors pas à la police, c'est pas la police elle-même directement qui exerce ses pouvoirs, c'est soit le ministère de l'Intérieur, soit le préfet. Il y a un certain nombre de prérogatives qui sont confiées. Globalement et statistiquement, ce qui s'est passé en 2015, les deux mesures phares de l'état d'urgence sécuritaire de 2015, c'est d'une part les perquisitions administratives avec la possibilité d'exploiter les données éventuellement saisies et d'un autre côté, alors du coup j'ai un trou parce que je confonds avec les assignations à résidence, voilà, j'allais dire les MICAS, les assignations à résidence qui sont les autres mesures phares de cet état d'urgence sécuritaire, avec la possibilité de fermer certains lieux sous certaines conditions, mais statistiquement, ce sont surtout les perquisitions administratives qui ont donné lieu au plus grand nombre d'actes administratifs décidés par les services préfectoraux et également les assignations. Donc, perquisition administrative, c'est la possibilité pour les autorités de police de se rendre au domicile d'une personne soupçonnée d'eux et d'effectuer une recherche, éventuellement une saisie, soit éventuellement d'armes, de documents qui pourraient intéresser les services de renseignement, soit une saisie des données électroniques, donc
téléphone, ordinateur et compagnie, afin de les exploiter, afin de savoir si on peut trouver une filière, etc. Et l'assignation à résidence, donc ça consiste à obliger une personne nommément désignée à s'asseoir, à rester dans son domicile, sa résidence, à aller pointer 1, 2, 3, c'est monté jusqu'à 4 fois par jour et l'empêcher de s'éloigner de sa résidence. Ça, c'est pour l'état d'urgence sécuritaire 2015. Monsieur Gohin, vous avez quelque chose à rajouter sur cette Non, mise? c'est tout à fait exact. Dans cette construction, il faut certainement retenir essentiellement les associations à résidence et les perquisitions administratives. C'était l'essentiel. En disant du reste que pour les perquisitions administratives, en réalité, c'était assez concentré dans le temps. On imagine bien que les perquisitions ne sont guère efficaces passé un certain délai. En revanche, le système d'assignation à résidence a été un système appliqué tout au long de cette période, assez longue en définitive, et comme je l'ai dit, avec des prorogations par le Parlement tout à fait, et des modifications du reste de la législation au fur et à mesure que se sont exercés les contrôles de constitutionnalité par voie de questions prioritaires de constitutionnalité, puisque le gouvernement, me semble-t-il, avait malencontreusement ignoré un contrôle de constitutionnalité par voie d'action qui aurait pu être déclenché contre la loi du 20 novembre 2015 et qui aurait évité cette cascade de contrôle de constitutionnalité par voie d'exception qui se sont accumulés pendant environ 2 ans. D'ailleurs, ce que je dis vaut aussi pour l'état d'urgence sanitaire, puisque là encore, la loi du 23 mars 2020 n'a pas été soumise au contrôle de constitutionnalité par voie d'action, de telle sorte que on avait un risque et qui s'est réalisé, mais dans une petite dimension de QPC sur cette législation de 2020. En précisant que cependant la loi modificative du 11 mai 2020 a été contrôlée par le Conseil constitutionnel. Je trouve qu'il y a eu une assez mauvaise organisation du contentieux et que l'exécutif aurait pu prendre à cet égard des initiatives. En réalité, le Premier ministre, voire d'ailleurs le président de la République, aurait pu prendre une initiative qu'il n'a pas prise. C'est un peu dommage. Voilà, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter, sauf peut-être à insister sur le rôle des préfets, c'est-à-dire que le système est clairement un système déconcentré. C'est très exact, bien sûr, en état d'urgence. C'est encore plus net d'ailleurs dans l'état d'urgence sanitaire. Il y a une volonté de déconcentration et s'y ajoute, mais ça n'est pas dans les textes, un souci d'y associer les élus locaux. De sorte que les deux institutions nationales dont nous avons parlé, c'est-à-dire en réalité le gouvernement d'une part et le Parlement d'autre part, sont assez largement hors jeu dans ce système. Ce qui ne se conçoit pas avec la force de l'évidence, parce que le problème est clairement un problème national. Et qu'il y a des arbitrages à faire qui sont nécessairement des arbitrages nationaux. Et il me semble qu'il peut y avoir de cet égard des conflits qui apparaissent entre les autorités locales, en particulier les maires des grandes villes et les préfets d'une part, comme il peut y avoir des tensions qui sont relayées par le Sénat en tant qu'il est l'assemblée des élus locaux et le gouvernement qui a autorité sur les préfets. Bon, c'est le système un peu compliqué dans lequel l'État français a fonctionné. D'accord, merci. Justement, par rapport à ce que vous disiez auparavant sur la possibilité d'assignation à résidence notamment, quels sont les recours pour les citoyens préjudiciés suite à ces mises en place de régimes d'exception? Moi, je pense que la parole d'abord à un avocat sur ces questions de recours.
Alors, il faut que je vérifie parce que j'ai un petit doute, mais il me semble que la loi de 55 modifiée a prévu un système en fait d'indemnisation, a prévu un système d'indemnisation pour les personnes qui avaient fait l'objet d'une mesure de perquisition administrative qui avait ultérieurement été considérée comme illégale. Mais je dois vous avouer que je suis plus sûr de moi, donc il faudrait que je vérifie. Mais il me semble bien que c'était une des modifications qui avait été introduite. Sinon, de manière générale, on bascule dans de la responsabilité administrative classique, entre guillemets. Si vous réussissez à faire constater l'illégalité de l'acte initial et établir le lien de causalité avec le préjudice que vous alléguez, vous pourrez solliciter une indemnisation, étant rappelé que le juge administratif est toujours moins généreux que le juge judiciaire s'agissant de l'indemnisation des administrés, notamment dans ce genre de situation où on va reconnaître une certaine mansuétude à l'administration. Après, j'ai pas eu vent de beaucoup de dossiers. Je sais que il n'y a pas longtemps, une personne avait réussi à obtenir un dommage, mais ce n'était pas à la suite d'une perquisition administrative. Je crois que c'est une personne qui avait perdu son emploi parce qu'il avait été fiché S à tort. Et, il a réussi à être indemnisé, mais on n'était pas dans le schéma perquisition administrative ou assignation à résidence. Oui, je voudrais d'abord dire que ce n'est pas parce qu'on est devant la juridiction administrative qu'il y a une mansuétude à l'égard de l'administration. Le juge administratif n'est pas un juge pour l'administration, c'est un juge de l'administration dans un procès dans lequel les parties sont en principe l'administré en demande et donc l'administration en défense, et avec égalité des armes, et un juge qui doit être tenu pour indépendant ou impartial, parce que si les choses étaient différentes, je n'exercerais pas ce métier. Le deuxième point, c'est que je suis un peu surpris, mais je comprends très bien que Maître Soutic vienne sur le terrain de la responsabilité. L'essentiel, c'est le contentieux de la légalité, tout de même. C'est le contentieux de la légalité des actes qui sont soit du président de la République qui vient déclarer l'état d'urgence ou l'état d'urgence sanitaire. Ce n'est pas un acte de gouvernement, il est accessible au contentieux devant le Conseil d'État, qui est compétent en premier et dernier ressort. Puis, on a bien entendu aussi un contentieux possible des décisions qui sont prises dans le cadre de l'état d'urgence ou de l'état d'urgence sanitaire, qui sont essentiellement des mesures prises par l'autorité préfectorale et parfois par les élus locaux, comme on l'a vu dans l'affaire commune de Sceaux en 2020, puisqu'on a vu un maire venir rendre obligatoire le port du masque sur la voie publique pour toutes les personnes qui avaient 10 ans ou moins. Et du reste, le Conseil d'État a confirmé que cet arrêté municipal était illégal. Donc on a un contentieux qui est un contentieux des actes, et de façon très remarquable, c'est un contentieux qui fait souvent appel devant le juge administratif au référé suspension de l'article L 521-1 du Code de la justice administrative, ou plus souvent encore, le référé liberté de l'article L 521-2, parce que nous sommes très clairement dans une problématique d'atteinte aux libertés fondamentales, par exemple la liberté d'aller et de venir, puisqu'il a été question de l'assignation à résidence, par exemple le droit à la vie privée, qui peut être atteint dans l'hypothèse des perquisitions administratives. Bien entendu aussi le droit au domicile et à une vie familiale normale, enfin un certain nombre de droits qui sont liés à une vie qui doit nous laisser en dehors de la sphère publique lorsque nous avons fermé la porte de notre appartement ou de notre maison.
Je voudrais aussi ajouter une chose, puisque Maître Souti a parlé du juge judiciaire, c'est que ce contentieux est essentiellement un contentieux administratif, puisque nous avons une distinction qui est aujourd'hui établie entre la liberté individuelle sous le contrôle du juge judiciaire et les libertés personnelles sous le contrôle du juge administratif, la liberté d'aller et de venir, la liberté, le droit au domicile, tous ces éléments-là sont des libertés personnelles. Donc on a un contentieux qui est le plus souvent un contentieux administratif dans ces affaires. Et dans le contentieux administratif, le plus souvent un contentieux de la légalité, même si, comme il a été dit par Maître Souti, nous pouvons avoir aussi un contentieux de la responsabilité, à commencer parce que l'illégalité, et quand elle est fautive, engage la responsabilité de l'administration. Merci pour vos réponses. Donc, toutes ces questions, ça touchait un petit peu surtout à la mise en place du régime d'exception. On va passer maintenant sur un deuxième axe qui touchera plutôt à l'impact de ces régimes d'exception. Et notamment, on aurait aimé savoir ce que vous pensiez de toutes ces dénonciations qu'on entend de pérennisation. On entend des expressions telles que la pérennisation, la banalisation du recours au régime d'exception. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et quels sont les risques en fait? Est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? Quels sont les risques? Quels pourraient être les remparts contre cette pérennisation? Maître Souti, si vous voulez nous donner votre... Sur la pérennisation, il y a deux choses en fait. C'est vrai que c'est ce que disait le professeur Gouin tout à l'heure. Depuis 2015, on a vécu la moitié de ces 5 années sous l'empire d'un régime d'exception. Ce qui n'est pas sans poser de problème, parce que à partir du moment où l'exception s'éternise, ça veut dire qu'on n'est plus dans l'exception, mais qu'on a un déplacement du curseur de la normalité. Est-ce que la situation l'exigeait ou pas? Si je prends en compte, par exemple, l'état d'urgence sécuritaire, si vous lisez les premiers rapports, notamment parlementaires et les données statistiques, dès janvier 2016, le nombre de perquisitions administratives va chuter durablement et l'intérêt, y compris pour les services spécialisés, l'intérêt de ce type de mesures, l'intérêt s'est accru. De même que pour les assignations à résidence sur la fin de l'état d'urgence, mais quand je dis la fin, c'est au moins les 6 derniers mois, il y avait très peu de gens qui étaient finalement assignés à résidence. Et la condition qui a été explicitement posée pour une sortie de l'état d'urgence sécuritaire, c'était l'adoption de la loi SILT qui va se faire en 2017. Et là se pose la question de cette normalisation de l'exceptionnel, puisque la loi SILT, dans certains de ses aspects, permet exactement la même chose que l'état d'urgence sécuritaire, et notamment s'agissant des 2 points principaux, à savoir les perquisitions administratives qui deviennent des visites domiciliaires et les assignations à résidence qui deviennent des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance. Les modalités ne sont pas tout à fait identiques, notamment s'agissant de la différence entre les MICAS et les assignations à résidence. Il est vrai que les MICAS sont un peu moins attentatoires aux libertés des personnes visées. En revanche, s'agissant de la visite domiciliaire et de l'autorisation d'exploitation des données, quand vous comparez le texte de l'article 11 et ce qui ressort du Code de la sécurité intérieure, on est sur du quasi copier-coller. La grosse différence étant un changement de compétence juridictionnelle, parce que là, on rebascule vers le juge judiciaire. Mais du coup, il est vrai que ce qui était possible sous l'état d'urgence sécuritaire est désormais possible sans condition particulière d'invocation de circonstances extraordinaires, exceptionnelles. C'est pas sans poser problème, puisque effectivement il s'agit d'un ensemble de lois qui peuvent avoir des conséquences très lourdes pour les personnes visées et qui habituent progressivement en fait les citoyens en fait à vivre
c'est une sorte de régime dégradé s'agissant de la garantie des droits et libertés fondamentaux. On s'habitue, mais là on sort du juridique, hein, mais c'est vrai qu'on s'habitue progressivement à ce que des atteintes aux droits soient effectuées. Et, on trouve ça finalement normal, ce qui peut être un peu inquiétant. Et surtout, on met dans le droit positif à disposition des gouvernements des armes qui pourraient être très mal utilisées sans que les garde-fous soient vraiment totalement assurés derrière. Oui, c'est une question très importante et très intéressante, et je partage assez largement l'analyse que vient de faire Maître Souti. Je pense qu'il y a un défaut dans le système qui tient au fait que ces régimes d'exception ont tendance tout de même à durer sans qu'il y ait utilité à cet égard, et parfois à ne pas varier ou à ne pas décroître alors qu'ils pourraient en définitive varier ou décroître. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure des perquisitions administratives. Il est entendu que la perquisition administrative est un système efficace à son début. Faut-il maintenir les perquisitions administratives pendant 2 ans? Ça paraît tout de même pas très raisonnable, me semble-t-il. Il est normal que le système, je dirais, soit dégradé, pour reprendre une expression qui a été employée, mais pour autant qu'on reste dans des proportions admissibles. Le système doit rester proportionné. Je voudrais citer le Conseil d'État dans son ordonnance du 9 décembre 2005. Il s'agissait de l'état d'urgence dans les banlieues. C'est celui qui a précédé l'état d'urgence sécuritaire. Il est indiqué que un régime de pouvoir exceptionnel doit avoir par nature des effets limités dans le temps et dans l'espace. C'est le Conseil d'État qui parle. Enfin, ici, c'est le Conseil d'État en référé. Et donc, par conséquent, le président de la section du contentieux du Conseil d'État. Au motif qu'un régime de pouvoir exceptionnel doit avoir pour nature des effets limités dans le temps et dans l'espace, et que dès lors, les modalités d'application de l'état d'urgence ne peuvent échapper à tout contrôle de la part du juge de la légalité. Alors, les garde-fous, ben précisément, c'est le juge. C'est le juge constitutionnel, notamment par la voie de la QPC. S'il n'y a pas eu de déclaration de conformité, la voie de la QPC est ouverte. Et puis aussi, bien entendu, le juge administratif, je l'ai dit. Le cas échéant, le juge judiciaire sur les problématiques de liberté individuelle. Ça, ce sont des garde-fous importants. Peut-être que l'on pourrait avoir, par exemple, c'est le cas pour l'article 16, un système de vérification du maintien des conditions de déclaration de l'état d'urgence. Cette vérification devrait-elle être faite par le Conseil constitutionnel par un avis? Devrait-elle être faite par le Conseil d'État par un avis? Mon Dieu, on peut effectivement avoir différentes solutions pour renforcer le contrôle sur l'application dans le temps. C'était la question posée par Maître Souti. Éventuellement, d'ailleurs, pourquoi pas dans l'espace de ces régimes d'application exceptionnelle. Alors, bien sûr, il y a le Parlement aussi, après tout, qui doit manifester sa préoccupation de la défense des libertés fondamentales. Je dois dire que je n'ai pas beaucoup entendu les parlementaires pendant l'état d'urgence sécuritaire et que je n'entends pas considérablement les parlementaires dans l'application de l'état d'urgence sanitaire. J'ai entendu tout à l'heure, et j'ai entendu par vous aussi du reste, l'appel au Parlement. C'est tout de même un grand silence. Il n'y a pas de réponse. Alors, y a-t-il un consensus? Y a-t-il une absence d'intérêt? Veulent-ils bien se soucier de nous tout de même, de temps en temps? Ce serait bien.
Maître Souti, quelque chose à rajouter? Bah, non, effectivement, je suis totalement d'accord sur le silence assez assourdissant du Parlement, qu'il s'agisse de l'état d'urgence sécuritaire ou l'état d'urgence sanitaire. Sur l'état d'urgence sécuritaire, c'était, à mon avis, encore plus flagrant, puisque vous aviez un certain nombre de parlementaires qui avaient beau émettre certaines critiques sur les modalités de mise en place de l'état d'urgence et de la poursuite et des différentes prorogations. Néanmoins, lorsqu'on regarde les votes des différentes lois de prorogation, elles ont toujours été adoptées à une nette majorité. Il y avait alors, à ce sujet, il y a un système intéressant qui a été pensé par le professeur Ackermann, qui s'est directement inspiré en fait de la constitution sud-africaine, pour essayer d'éviter en fait la pérennisation d'un état d'urgence et la réitération comme ça de ce type de régime. Il proposait que la majorité requise pour adopter une prorogation d'un régime de crise augmente. Alors, il appelait ça l'escalateur super majoritaire. En gros, pour la première prorogation, il proposait une majorité simple, puis une majorité qualifiée qui allait augmentant au fur et à mesure dans le temps. Et je pense qu'on aurait eu ce genre de système en France en 2015. L'état d'urgence aurait pu cesser, alors pas immédiatement, mais peut-être que déjà à la fin 2016, début 2017, une super majorité aurait été plus difficile à obtenir pour permettre les 2-3 dernières prorogations. Oui, alors d'abord, un tel système supposerait une révision constitutionnelle. Au surplus, les députés ou les sénateurs estiment sans doute que critiquer les lois contre le terrorisme, c'est être terroriste, et qu'à partir de ce moment-là, les dés sont évidemment coupés. Les législations, de toute façon, indiquent un terme. Alors peut-être qu'il pourrait être prévu, et ça, on pourrait le faire dans le cadre de la législation ordinaire, que le terme soit nécessairement court, que l'échéance soit fixe, et que, en effet, reprogrammer ou proroger un état d'urgence puisse donner lieu à une consultation obligatoire. J'ai parlé tout à l'heure du Conseil constitutionnel ou du Conseil d'État, ça me paraît plus souple, plus simple et plus léger. L'idée tout de même est de ne pas gêner l'exécutif dans une période où l'exécutif en a besoin. Voilà. Du reste, il y a un exposé des motifs avant les projets de loi qui sont relativement développés. Il me semble que, puisque nous proposons une solution, la consultation du Conseil d'État à l'occasion d'une loi de prorogation qui est aujourd'hui publique pourrait être particulièrement circonstanciée. Le Conseil d'État pourrait dire les choses, étant relayé au contentieux par d'autres membres du Conseil d'État qui viendraient mettre en application en quelque sorte un avis qui aurait allumé un feu orange clignotant. Et puis le Conseil constitutionnel n'ignore jamais ce que le Conseil d'État peut dire en consultation ou au contentieux. Et nous avons, avec le Conseil constitutionnel, la possibilité de détruire tout ou partie de la loi. Donc là, nous avons quand même une arme qui est puissante. Et ce que je peux dire aussi, parce que j'avais un peu regardé cette jurisprudence dans le temps, c'est que le Conseil d'État, et je crois d'ailleurs aussi le Conseil constitutionnel, est de plus en plus exigeant et de plus en plus sévère au fur et à mesure que les états d'urgence se prolongent. Et clairement, les décisions qui sont prises en tout début sont des décisions favorables à l'exécutif, et lorsque ça dure, ou que ça dure un peu trop, ou lorsqu'on commence à dépasser les exigences, j'allais dire, normales, alors on commence à sanctionner. D'accord, merci à vous deux. On va passer à la dernière question de la conférence avant de passer aux questions des participants.
On aurait aimé savoir quelles sont les conséquences de tous les constats que vous venez de faire sur la société future. Donc, quelles vont être les conséquences de cette crise sanitaire sur la société et est-ce qu'on peut voir apparaître de nouveaux états d'urgence comme l'état d'urgence peut-être environnemental ou autre apparaître justement à la suite de ça? Maître Souti, si vous voulez commencer. C'est une question qui est assez vaste et qui ne relève pas forcément de l'analyse juridique. Est-ce qu'on pourrait voir apparaître d'autres types d'états d'urgence? Oui, indubitablement. Alors en France ou à l'étranger, des états d'urgence du type état d'urgence climatique, des régimes de crise pour faire face à des conséquences extrêmes climatiques, ça existe déjà. Ça existe en Amérique latine notamment. Plusieurs constitutions prévoient ce genre de dispositif. Ça pourrait tout à fait se produire et si ça existe ailleurs, ça pourrait être transposé en France si jamais notre pays devait être touché par une catastrophe qui empêcherait les pouvoirs publics d'y faire face avec les moyens dont ils disposent actuellement. Les conséquences des états d'urgence, des régimes de crise sur la société future, c'est pareil, c'est assez difficile d'y répondre. C'est une question trop vaste. Globalement, moi, ce que je trouve inquiétant, c'est que il est assez facile, et ce qu'on a pu voir historiquement, les restrictions des droits et libertés peuvent s'enchaîner de manière assez rapidement et le cliquer vers moins de droits, moins de liberté peut arriver très, très vite. Alors qu'en revanche, une fois qu'un certain nombre de dispositions sont ancrées dans le droit positif et surtout dans les mentalités, il est beaucoup plus dur de revenir dessus. On l'a vu avec exemple qui est un peu éculé, mais classique, des lois scélérates qui ont été adoptées en réaction aux attentats anarchistes fin 19e siècle et dont les dernières seront abrogées très, très tardivement au 20e siècle. L'état d'urgence sécuritaire, l'état d'urgence sanitaire vont deux régimes de crise, de nouveaux régimes de crise, dans le sens où l'état d'urgence sécuritaire a été profondément remodelé, qui perdurent dans notre droit positif. Il y a une espèce d'effet incitatif qui risque de se produire face à la prochaine crise que l'exécutif pourra rencontrer, puisque dès lors qu'il existe ce type d'arsenal à disposition de l'exécutif, celui-ci pourrait être tenté face à une crise d'y recourir sous la pression, parfois la pression populaire ou médiatique, en disant n'attendez pas que la crise s'aggrave, déclenchez tout de suite un état d'exception, déclenchez l'état d'urgence sécuritaire, déclenchez l'état d'urgence sanitaire, afin d'éviter qu'on en arrive à des situations trop graves. Et ça, c'est un risque, une pression qui peut exister. Déjà, il y a toujours la possibilité qui n'est pas inexistante qu'il y ait un détournement de ces pouvoirs de crise, mais ce qui peut être dangereux aussi, c'est cette pression qui peut exister envers l'exécutif qui se saisirait de ce régime en disant « il existe, je peux peut-être éviter une catastrophe, donc je vais restreindre drastiquement les droits et libertés ». Et en 2015 comme en 2020, même si ça n'a pas, à mon avis, été évoqué très sérieusement, mais certains ont tout de même, a priori, évoqué la possibilité de mettre en œuvre les pleins pouvoirs de l'article 16, qui est le régime d'exception ultime qui ne possède quasiment aucune limite, en tout cas beaucoup moins de freins et de limites que les autres pouvoirs. Donc, ce qui est un petit peu dangereux, c'est cette accoutumance qu'on peut avoir à ces restrictions des droits et libertés et ce risque que par réflexe, on recourt à une mesure
à une mesure qui pourrait apparaître disproportionnée, alors que d'autres mesures moins attentatoires aux droits et libertés seraient à disposition, mais qu'on recourt directement aux grands moyens de manière disproportionnée. Bon, moi, je n'ai pas à me prononcer sur l'évolution de la société. Ce n'est pas une question qui est dans ma compétence. Je suis juriste et je ne suis pas sociologue. Même si j'ai sans doute des opinions à ce sujet, mais ce n'est pas sans doute ce qui vous intéresse. Je pense que derrière toutes ces questions, tous ces régimes d'application exceptionnels, il y a la mort. Voilà. L'urgence, c'est d'éviter la mort. Je voudrais rappeler que la grippe espagnole a fait 20 millions de morts. Plus de morts que la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc, vous voyez qu'il apparaît quand même nécessaire qu'il y ait des restrictions aux libertés publiques lorsque l'on veut éviter la mort d'innocents. Du fait de crimes terroristes ou du fait d'un virus dont on ne cherche pas exactement l'origine, parce que de toute façon, que voulez-vous qu'on fasse en termes de responsabilité, voire internationale? On ne fera rien. Donc oui, il faut que la question que vous la mettez sur le terrain de l'environnement, je dirais que nous aurons peut-être à préparer à l'avance un régime d'état d'urgence environnementale pour éviter en effet ces législations de dernière minute. Nous sommes dans l'hypothèse des calamités publiques, mais là c'est réglé par la loi de 1955. Si une centrale nucléaire explose, que se passe-t-il? Si un barrage vient à déborder, que se passe-t-il? S'il y a sur tel ou tel territoire d'outre-mer un cyclone dévastateur, et c'est arrivé par exemple à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, que se passe-t-il? On n'a d'ailleurs pas vu à ce moment-là l'état d'urgence de l'article de la loi de 55 être appliqué. De toute façon, comme je l'ai dit, si nous n'avons pas la législation, nous ne sommes pas les mains vides parce que nous avons la jurisprudence sur les circonstances exceptionnelles. Et du reste, le décret du 16 mars 2020, alors que nous n'avions pas de législation sur l'état d'urgence sanitaire, est fondé sur les circonstances exceptionnelles. Ça commence par le président de la République, vu les circonstances exceptionnelles, et on a d'ailleurs ajouté l'urgence, puisqu'il y a aussi une théorie juridique de l'urgence. Vous voyez, même l'urgence, c'est une notion qui, au départ, et juridique. Je renvoie à l'arrêt de décembre 1902, Société civile immobilière Saint-Just, que les juristes publicistes connaissent bien, en particulier les conclusions Romieux. Voilà, donc la question que vous posez, elle est une question importante et intéressante qui, je crois, est une question d'anticipation, sans doute. Faudrait-il mieux anticiper les choses? Par exemple, en Russie, il existe un ministère des situations d'urgence. C'est intéressant. Autrement dit, l'urgence est prise en considération dans les structures même de l'exécutif. Je suis pas... Il y a vraiment une volonté d'anticipation, d'organiser les choses. En France, on est réactif à ces questions-là. Et on est difficilement réactif. On a construit finalement les systèmes les uns dans les autres, les uns sur les autres. Et peut-être était-ce une façon de procéder qui n'était pas satisfaisante. Peut-être aussi que l'on pourrait invoquer davantage les élus locaux, en particulier les maires. Je rappelle que quand même les maires ont un pouvoir de police de principe. Et il me semble qu'ils pourraient être mieux associés à ces problématiques d'urgence qui restent des problématiques quand même très largement traitées par l'État central et déconcentré. C'est une piste aussi à poursuivre. Dans une république décentralisée, après tout, ça se conçoit. Et on voit la difficulté qu'a l'État aujourd'hui à répondre à des demandes de maires, en particulier de zones qui ne sont pas touchées,
venir imposer une solution qui est absolument identique, alors qu'elle pourrait être plus, me semble-t-il, plus variable. Donc on pourrait avoir des systèmes de réaction qui soient moins contraignants, peut-être un peu plus doux, et peut-être un peu plus participatifs et un peu plus réactifs. Merci beaucoup pour vos interventions. On va passer aux questions du public. Du coup, voilà, assez rapidement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc voilà, je laisse la parole à Emma pour nous poser les questions. Merci. Alors, nous avons une première question d'une personne qui nous demande lequel du régime d'état d'urgence sécuritaire et du régime d'état d'urgence sanitaire serait selon vous le régime le plus restrictif au niveau des droits et libertés fondamentaux? La réponse, elle tient à l'application du régime. Les régimes prévoient beaucoup de choses et on ne met pas nécessairement en place, par exemple, tout ce qui est prévu par le régime. Bon, si on prend l'état d'urgence, par exemple, de la loi de 1955, il y a en quelque sorte un système de base et ensuite on peut avoir, par un décret particulier qui n'est pas du président de la République et du Premier ministre, un système accessoire. Donc, autrement dit, c'est un régime avec beaucoup de possibilités à l'intérieur du régime, et qui peuvent d'ailleurs varier dans le temps. Le régime sans doute le plus contraignant est le régime de l'état d'urgence. Même si, tout de même, l'état d'urgence sanitaire ressemble beaucoup et permet beaucoup de choses. Je dirais qu'ils se ressemblent quand il y a confinement. Voilà. Mais vous voyez bien qu'on n'a quand même pas toujours et tout le temps confinement. Après tout, on a eu 2 confinements et 2 confinements assez différents, puisqu'on a eu un confinement assez dur en mars-avril 2020 et un confinement plus léger tout de même depuis le mois de novembre, avec notamment cette règle du couvre-feu qui, après tout, est une forme de confinement. Je ne sais pas si je réponds exactement à la question. La question est extrêmement large et je ne comprends pas exactement quel est l'objet de la question en soi. Oui, je pense que vous avez répondu à la question. Ensuite, nous avons une seconde question donc, qui porte sur l'utilité de la mise en place de ce régime, c'est-à-dire le fait de savoir s'il existe d'autres moyens de faire face aux crises que la mise en place de l'état d'urgence. Si je peux dire quelque chose, je dirais qu'en matière de terrorisme, probablement, il faut certainement être préventif et aller bien plus en amont. Et qu'on comprend bien qu'il y a une véritable politique de renseignement à conduire. À cet égard, du reste, je ne suis pas convaincu que la suppression des renseignements généraux et la fusion en quelque sorte de la DST et des renseignements généraux en une direction générale de la sécurité intérieure ait été une très très bonne réforme. Je pense que ça peut-être affaibli le renseignement sur le territoire et renseignement à l'extérieur du territoire, bien entendu. Voilà, donc ça, je pense que là, c'est une réponse intéressante qui peut nous éviter d'avoir à réagir comme on a dû le faire en conséquence, d'ailleurs non pas de l'attentat contre Charlie, je le fais observer, en janvier 2015, mais de l'attentat du Bataclan en novembre 2015. Il y a peut-être eu d'ailleurs de ce point de vue un retard dans la réaction de l'État qui a peut-être traité un peu tard cette question des perquisitions administratives et des assignations à résidence, qui étaient du reste une modalité de lutte contre le terrorisme islamique dans le contexte de 2015 et les mois qui ont suivi. La problématique est évidemment assez différente quand on est dans l'état d'urgence sanitaire, parce que là, ce Covid, il était même apparu de façon extrêmement soudaine.
Même s'il est entendu que la réaction, en tous les cas de la France, a été tardive, parce que j'imagine qu'il y avait connaissance de cette difficulté dès le mois de décembre. Nous avons quand même une ambassade à Pékin qui a dû quand même alerter, je pense, les autorités publiques. En tous les cas, Madame le ministre de la Santé de l'époque a dit en janvier qu'elle était au courant en janvier. Je vois que c'est en mars qu'on a commencé à s'en occuper. D'accord. Maître Souti, peut-être que vous avez quelque chose à ajouter sur les régimes, notamment présents dans d'autres pays, concernant cette question? Pas nécessairement, mais pour répondre autrement à la question, en fait, tout dépend de ce contre quoi on veut lutter, en fait. Un régime d'état d'urgence, quel qu'il soit, sanitaire, sécuritaire, environnemental, en principe, il est censé faire face à des circonstances exceptionnelles, étant entendu à la fois par l'ampleur, mais également surtout par sa temporalité. Le régime de crise, il est censé être d'une action courte. Donc, si on veut lutter contre un phénomène qui ne dure pas, on peut, et c'est toute la théorie des états d'exception depuis l'émergence des premières réflexions à ce propos, on peut et on doit recourir à ce type de phénomène. Si on lutte contre un phénomène sur le long cours, alors en principe, le régime de crise, l'état d'urgence quel qu'il soit, n'est pas adapté et il faut recourir à une législation pérenne issue d'un débat parlementaire. Donc, il est vrai que, par exemple, s'agissant de la lutte antiterroriste, le législateur s'est déjà saisi à plusieurs reprises et vous avez beaucoup de lois antiterroristes qui ont été adoptées ces 35 dernières années. S'agissant du Covid, on peut imaginer c'est arrivé, effectivement, les autorités françaises ont a priori pas mal tardé à réagir. Maintenant, je crois qu'un certain nombre de scientifiques ont émis l'hypothèse que des épidémies, des pandémies telles que celles que nous vivons pourraient survenir à nouveau. Il serait de l'intérêt de tous que le législateur se penche sur une gestion de ce type de pandémie sans l'analyser comme une crise, mais en prenant en compte sur le long terme et en mettant en place en permettant les outils juridiques qui éviteraient le déclenchement d'un état d'exception. Mais encore une fois, tout dépend de ce sur quoi on veut lutter, quoi. Le régime de crise doit être limité à la situation de crise. C'est son essence même. Entièrement d'accord avec cette réponse. Et puisqu'il y a une question qui est posée par Alexa Galgero, d'après ce que je lis dans la conversation, je pense qu'en effet, la réponse peut être aussi une réponse locale et pas nécessairement une réponse nationale, pas forcément effectivement sur le thème ou sur une thématique d'une législation nationale et durable. Il faut peut-être effectivement savoir réagir de façon plus courte, pardon, plus longue dans la durée, donc par des législations qui ne sont pas à ce moment-là de crise, ou le faire avec des moyens d'administration déconcentrés ou locales pour répondre à une problématique qui est déconcentrée locale. La crise du Covid est-elle une crise nationale? Je ne suis pas absolument convaincu que ce soit le cas. Très bien. Merci pour vos réponses. On va peut-être prendre une dernière question avant de se quitter parce qu'il est bientôt 8 heures. Donc cette question porte sur le pouvoir parlementaire. On en a beaucoup parlé ce soir. Donc il s'agit de savoir si vous pensez que la constitutionnalisation du régime d'état d'urgence permettrait un renforcement du contrôle parlementaire sur les mesures adoptées dans le cadre de ces régimes d'exception. Donc, cette personne mentionne notamment l'article 15 de la CEDH qui permet donc aux États contractants de déroger aux obligations de la Convention en cas de circonstances exceptionnelles. La constitutionnalisation de l'état d'urgence, elle est faite. La décision du 25 janvier 1985 au sujet de la Nouvelle-Calédonie
nous dit la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Lorsque le président Hollande s'est lancé dans une révision constitutionnelle à ce sujet à la fin de l'année 2015, c'est le projet de loi constitutionnelle du 23 décembre 2015, il l'a retiré le 30 mars 2016, ça n'a changé rien à la situation de la constitutionnalité. Il y avait double emploi, ça ne servait à rien, on le lui a dit, et finalement il est allé dans le mur. De la même façon, pour ce qui est de l'état d'urgence sanitaire, il a été soumis au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a dit qu'il était d'accord. Donc, elle s'est faite, cette constitutionnalisation. Constitutionnalisation, elle ne passe pas nécessairement par une inscription dans la Constitution. La Constitution, ce n'est pas seulement le texte écrit de la Constitution. La Constitution, c'est aussi la coutume constitutionnelle. Dieu sait si elle est importante sous la Ve République, c'est aussi la jurisprudence constitutionnelle. Alors, dans tout ça, le Parlement, où est-il? Il est là où il est, c'est-à-dire qu'il vient adopter des textes qui sont initiés par l'exécutif, qu'il amende à la marge si l'exécutif le veut bien, et sa fonction législative est devenue tout de même une fonction extrêmement faible. Le Parlement, il est important dans la fonction de représentation. Est-ce qu'à cet égard, il est suffisamment attentif aux demandes des citoyens, aux demandes des électeurs? J'en suis pas absolument convaincu. Et il est aussi dans le contrôle. Est-ce que ce contrôle est aujourd'hui très développé? J'en suis pas non plus convaincu. D'accord. Maître Souti. Oui, pour compléter rapidement, dans les deux cas, quand on parle de l'état d'urgence sanitaire ou sécuritaire, on parle de régimes législatifs qui ont été adoptés par les parlementaires. Donc, les parlementaires ont eu, en tout cas, la possibilité d'avoir leur mot à dire. Si le contrôle parlementaire a pu être critiqué et si le rôle du Parlement, tant sous l'état d'urgence sécuritaire que sous l'état d'urgence sanitaire, a pu apparaître insuffisant ou amoindri, la faute ne repose que sur le Parlement. Les parlementaires disposaient des moyens de contrôler l'exécutif. Donc, c'est pas donc effectivement, de toute façon, le Conseil constitutionnel a implicitement constitutionnalisé ces régimes de crise. Mais la question de la constitutionnalisation n'a pas de lien direct avec le renforcement ou non du contrôle parlementaire. Les parlementaires disposent des moyens d'exercer un contrôle. Il leur revient de s'approprier des outils, mais tous les outils sont là en tout cas. Je suis prêt qu'un parlementaire n'a pas son mot à dire. S'il est un parlementaire de la majorité, il dira le mot de l'exécutif. Alors maintenant, évidemment, il peut amender à la marge le texte, mais à la marge, et avec l'accord de l'exécutif. C'est comme ça que ça fonctionne, et pas seulement en France, c'est comme ça que ça fonctionne partout, sauf effectivement dans des régimes de séparation des pouvoirs absolus, comme le système présidentiel américain, où alors là, en revanche, le Parlement est clairement en surpuissance. Le régime présidentiel est un régime congressionnel. C'est d'ailleurs le titre de la thèse de Woodrow Wilson. Bien, messieurs, merci beaucoup pour ces réponses. Nous arrivons à la fin de cette conférence. On voudrait vraiment remercier donc les intervenants, Maître Souti, Monsieur le professeur Gouin, d'avoir accepté de venir intervenir sur cette conférence. C'était très intéressant de parler de ce sujet qui est vraiment un sujet d'actualité et sur lequel les juristes ont non seulement des choses à dire, mais aussi des choses à réfléchir. Tout à fait, merci à vous d'avoir organisé cette conférence qui était très, très intéressante, très enrichissante. Voilà, au revoir. Au revoir. Et merci à tous les participants d'avoir suivi la conférence jusqu'à la fin. On espère que vous avez pu trouver des réponses à vos interrogations. Avant de nous quitter, nous vous proposons à tous de répondre à un petit questionnaire qui s'affichera quand vous quitterez la réunion, dans lequel vous pourrez nous dire ce que vous avez pensé de la conférence, ainsi que nous donner des pistes pour nous améliorer. On vous souhaite à tous une très bonne soirée et on se retrouve le 11 mars pour une nouvelle conférence qui portera sur le cyberharcèlement. Bonne soirée.
Au revoir à votre belle ville de Bordeaux. Bonne soirée. Bonne Au revoir. soirée, au revoir.